Oui, nous sommes à Bruxelles avec le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, ancien ministre des Affaires étrangères. Rwanda-RDC, accord RDC-États-Unis. Est-ce que le Parlement est officiellement informé? À ce stade, nous n'avons pas encore été saisis officiellement, et cela se comprend très bien, parce que vous savez que, conformément à l'article 91 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation, en concertation avec le président, qui l'exécute et qui en assume la responsabilité devant le Parlement. Et donc, nous n'intervenons pas en amont. Par ailleurs aussi, toujours la Constitution, l'article 213 dit que le président de la République négocie et ratifie les accords et traités. Le gouvernement les signe et en informe le Parlement. Et donc, nous attendons que l'instrumentum principal, c'est-à-dire l'accord, soit conclu pour nous en saisir. Mais je dois nuancer aussi, et là je vous rejoins, cela ne nous empêche pas de questionner le gouvernement sur ce qui est en train de se faire. Cela n'empêche pas non plus le gouvernement, parce que la Constitution dit que chaque fois que le gouvernement veut, disons en français facile, se faire entendre ou communiquer avec le Parlement, Assemblée ou Sénat, il en a le droit, nous ne pouvons pas refuser. Il faut dire qu'à ce stade, il n'y a pas d'initiatives qui ont été prises. Mais certainement que aussitôt que ça sera fait, nous serons saisis. Passer aux questions économiques sans que, le Rwanda n'ait retiré ses troupes, sans que, nous n'ayons pour eux, parce que c'est dit dans la déclaration de principe que les deux pays ont des préoccupations sécuritaires, résolu le problème, c'est ce que moi j'appelle les résidus d'FDLR. C'est un élément de confiance. Et pour nous également, nous devrions aussi obtenir que le soutien au M23 cesse. Ce qui suppose aussi que le M23 doit revenir, doit libérer les espaces. Peut-être vous aussi certainement qu'il y aura en fait 3 accords. Un accord de paix, un accord bilatéral RDC-États-Unis, et un accord bilatéral RDC-le Rwanda. Bon, on va voir comment ça va aller, nous devons travailler. Mais il faut éviter la triangulation verticale, qui concrètement risque de nous amener à cette situation. Oui, vous avez des ressources naturelles, vous avez des minerais stratégiques et critiques, vous les produisez? Non. Le Rwanda les transforme, et les États-Unis achètent. On ne peut pas accepter ça, ok? On ne doit pas être figé, alors que nous avons une crise majeure qui bloque le pays. On va savoir ce qu'on fait. Nous sommes en position de faiblesse. On ne discute pas, ne faisons pas la langue de bois. Vous voyez? Mais dans cette position de faiblesse, nous avons des atouts dont je vous ai parlé, et les Américains ont aussi besoin de nous. Maintenant, ça dépend de la manière dont nous discutons. Prenons par exemple ce dont on a parlé là. Le Rwanda a des équipements, raffinerie de l'or et tout. Nous disons, venez le traiter avec le Rwanda, investissez, on fait la raffinerie de l'or chez nous. C'est important ce qu'on dit là, parce que ce sujet a été abordé notamment avec le porte-parole du gouvernement. La raffinerie du Rwanda a été sanctionnée par ceux qui peuvent lever la sanction s'ils en ont besoin. 2, faire une raffinerie, ça peut durer 5 à 10 ans. Non, c'est l'exemple que j'ai pris. Oui, mais c'est l'exemple qu'on va utiliser. C'est un bon exemple. Le temps que l'on fasse les équipements sous investissement de ceux qui ont déjà investi chez le Rwanda parce que ça semble plus stable, rupture d'alimentation, il y aura. Mais non, mais attendez là. Avant que le Rwanda ne fasse la raffinerie, même s'il y a 10 ans, comment ça s'est fait? Oui, mais est-ce que le monde est sérieux? Oui, mais n'achète pas l'or congolais. La question, oui, mais pas comme elle le fait maintenant. Oui. Elle a évolué. Ce monde, il a évolué dans son exploitation, parce qu'il faut dire que cette guerre, c'est une guerre d'exploitation. Et aujourd'hui, va-t-il accepter de revenir en arrière le temps que la RDC se donne des instruments? Si je vous dis ça, c'est pas qu'encore on revient à il y a 10, 15, 20 ans. Je dis encore une fois, ça dépend de la manière dont nous allons négocier avec les Américains. L'or, le coltan, le cobalt, tout ça, vous en avez. Nous en avons. Est-ce que ce que nous vendons à la Chine, ça passe par le Rwanda? Tout le monde a besoin de nous. Nous ne sommes pas si faibles que ça. Si aujourd'hui, nous arrivons à obtenir, et nous pouvons le faire, qu'il n'y ait plus de l'exploitation illégale de nos ressources, cela est faisable. Même par nous-mêmes d'abord, même par nous-mêmes. La bonne gestion, la discipline, l'ordre dans les mines. Vous savez que, comme disait un peu Feu Papa Boboli, lorsque nous étions au Conseil de la République, il dit le Congo, c'est un marché libre-service, sauf qu'il n'y a pas de surveillants, des vigiles, et il n'y a pas de caissiers ou de caissières. Vous entrez, vous prenez, puis vous partez, vous ne payez absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut nous organiser. Ça dure depuis plus de 40 ans. Oui, mais ça dure depuis plus de 40 ans. Alors on fait quoi? On dit ça dure depuis plus de 40 ans. Qui est de la plus haute importance. Je dirais même une obligation légale. Parce que j'ai parlé du statut de l'opposition. Il est dit dans la loi que l'opposition a le droit d'être informée sur la manière dont le pays est géré. J'allais dire sur les grandes questions principales de la vie nationale. Ça, et j'en viens. Il est dit aussi que l'opposition a le droit d'émettre son point de vue. Moi, je pense qu'il est important que le président, en dehors des consultations comme il est, reçoive les leaders de l'opposition de la manière la plus solennelle. Et qu'il attende les points de vue en dehors du processus dont nous allons parler tout de suite là. Parce que c'est la loi. Oui, mais vous allez reconnaître que depuis 7 ans, le président Tshisekedi ne l'a pas fait. Mais le président Tshisekedi a toujours dit, dès son arrivée au pouvoir, qu'il veut avoir une opposition responsable, une opposition avec laquelle il va traiter. Le jour de sa prestation de serment, ses 2e mandats, il est revenu sur ça, je ne mens pas. Donc, moi je crois qu'on ne peut pas fermer cette porte-là par un radicalisme. Mais aujourd'hui, cette porte n'est pas ouverte. Non, le président n'a jamais refusé. Oui, mais aujourd'hui, le constat, monsieur le au-delà des discours, aujourd'hui, le résultat, c'est qu'ils ne sont pas venus. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, on voulait mettre autour de la table tous les Congolais. On va parler de ça, Non, il ne faut pas négliger ça. Nous ne pouvons pas être dans un pays chrétien, avoir des textes de loi, déclarer notre adhésion à des principes et se comporter comme si de rien n'était. Ça peut rater aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il n'est pas tard et qu'on enlève dans nos têtes le fait que rencontrer un président parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on n'a pas soutenu, c'est une trahison. Moi, je dis qu'il faut redimensionner. Parce que c'est vrai que les hommes d'église, c'est les hommes qui ont la foi en Dieu. Et je dirais même les hommes de bonne foi.
Mais au niveau des politiques, particulièrement au niveau des chefs d'État, je n'aime pas particulariser pour les Africains, ça risque d'être offensant, ils ne sont pas nécessairement de bonne foi. Et ils n'ont pas nécessairement de bonne foi. Quand un chef d'État vous reçoit, vous ne savez pas ce qu'il pense, c'est peut-être qu'il obéit à une exigence protocolaire. Vous comprenez? Moi, j'aurais souhaité que la SENCO, qui en a l'expérience, l'Église protestante, se concentre sur les volets intérieurs. Et je vais donner des idées précises là-dessus. Et que, au niveau de la région des Grands Lacs, s'il vous plaît, il faut faire attention. D'autant plus, je vous l'ai dit dans notre interview ici, la CIRGL. Non. Vous savez, permettez. Oui, Maurice, ça existe, je vous ai dit, il y a tous les instruments qu'il faut. Oublions le volet international du pacte social. Je m'adresse à eux à travers vous. Parce que nous aurions souhaité que le pacte soit d'abord approprié au niveau de la région par leurs pairs, par leurs confrères. Ce n'est pas normal qu'ils partent rencontrer un chef d'État qui, lui, n'a jamais rencontré les religieux de chez lui, les évêques et tout. Ce n'est pas normal qu'ils aient fait le tour. Et nous n'avons pas encore entendu la voix d'une église, d'une conférence épiscopale, pour nous dire comment elle entend contribuer dans son pays. Il y a des problèmes, vous ne voulez pas qu'on s'y mette. Non, donc moi je crois que j'ai bien compris. Il faut redimensionner. Regarde le président Tshisekedi, il est le seul président qui a le courage de dire qu'il y a des Tutsis congolais, il y a d'autres Congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que des compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers, comme le Rwanda, trouvent le prétexte d'intervenir. Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple, à l'époque du président Kabila, des consultations, en tout cas, des travaux. Moi j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi, je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont Congolais doivent savoir que le problème ne sera résolu qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Parce que ce qui est en train d'être fait par le président Kagame, c'est justement cela. Et ça va aller de génération en génération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Après tout, la plupart des pays d'Afrique sont peuplés des gens issus de mouvements migratoires depuis des siècles. On demande la levée de l'immunité ne dit pas que le président Kabila est coupable, c'est dommage, il ne sera pas là, mais bon, s'il était là, il n'a qu'à partir, c'est justifié, vous comprenez? Ça, c'est les trois par rapport aux articles. Il faut dire qu'il n'y a pas un article de la Constitution qui dispose que pour déclencher de poursuites contre un ancien président de la République, il faut passer par le Congrès. Non. C'est pour les poursuites et la mise en accusation du président, article 119, et du Premier ministre. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion parce que j'ai lu quelque part une confusion là-dessus. Pour un ancien président de la République, qui est sénateur des droits, conformément à l'article 104 de la Constitution, nous sommes saisis, je ne dis pas nous lèvons, le ministère public nous saisit pour avoir l'autorisation de poursuite. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui ne signifie pas, j'insiste, qu'il est condamné ou qu'on le livre en pâture. Pas du tout. Et la procédure, c'est qu'on met en place une commission, qui généralement c'est la PAJ, tout ça, qui examine le réquisitoire du ministère public. Le ministère public vient se justifier. Et là aussi, il faut préciser que le refus de l'autorisation peut se faire, mais la portée de l'article 107 est la suivante. La Chambre saisie vérifie si les faits ont, oui ou non, une relation avec les mandats du parlementaire. Parce qu'il est dit que l'article 107 alinéa 1er, je crois, qu'on ne peut ni poursuivre, ni rechercher, ni arrêter, ni tout ce que vous voulez, un parlementaire pour l'opinion ou le vote émis dans l'exercice de son mandat. Là, c'est l'immunité et l'inviolabilité totale. Donc, quand on est saisi, on ne se prononce pas sur les faits, si c'est vrai, c'est faux, c'est condamnable. On dit, est-ce qu'on poursuit notre collègue Lusakweno parce qu'il a voté ça, parce qu'il a émis une opinion à la tribune ou dans une rencontre parlementaire? Donc, ça doit être clair. Alors, si on estime que ça n'a pas de rapport avec son mandat ou son statut de parlementaire, on peut lever